Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on peut essayer de changer de point de vue en maths avec un exemple très précis d'un exercice que m'a proposé Maïva. Salut Maïva. Alors pour donner un petit peu de contexte, en fait je vois la semaine dernière que Maïva, donc une ancienne pote du lycée qui va passer en PC cette année à Kléber, je vois qu'elle m'a envoyé un message et elle m'a dit si j'avais pas une idée à propos d'un exercice qu'elle avait du mal à faire. Et donc je lui ai dit d'abord je finissais le temps de l'innocence parce que j'étais en train de regarder le film et après je regarde ce que je peux faire à propos de cet exercice. Donc forcément une partie du film, je suis plus concentré à essayer de voir comment je peux résoudre cet exercice plutôt qu'à me concentrer sur réellement le film. Et donc j'avais l'idée de deux résolutions, donc je lui ai envoyé parce que je suis gentil quand même, je peux lui foutre avant. Et après je me suis dit que ça peut être intéressant justement d'utiliser cet exercice comme exemple, de voir comment on peut réfléchir. Parce que je trouve que dans ma dernière vidéo, ça manquait un peu d'exemples concrets. Et donc là, en plus, il y a plein de manières de voir l'exo, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous l'exposer. Et donc je vais vous exposer principalement trois méthodes. Et donc je vous invite très fortement à mettre sur pause pour essayer de voir comment vous pouvez essayer de résoudre l'exercice par vous-même, et ensuite de comparer avec ce que je fais. Et surtout que je pense qu'il y a plein de façons de résoudre l'exo. Donc je vous invite fortement à vous laisser, je sais pas, peut-être 10-15 minutes pour faire l'exo. 20 plus 30 si vous voulez plusieurs méthodes, mais voilà. Donc le temps qu'il vous faut pour réfléchir. Et donc moi je vais vous proposer trois résolutions. Et moi je vais sans plus tarder commencer par la première qui me semble le plus naturelle. Alors déjà pour analyser l'énoncé, on nous demande de calculer une somme. Et si on remarque bien, si on enlève le moins 1 puissance 4 de la somme, en fait on sait calculer la somme parce que la somme des k carrés c'est une somme inusuelle du programme. Et on sait que ça fait n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et là ce qui nous embête c'est le moins 1 puissance k. Donc une première piste de réflexion qui est de loin pas ma préférée, mais qui me semble une naturelle, c'est de séparer justement les termes pairs et les termes impairs pour voir si on peut pas s'en sortir tout simplement. Donc c'est là où je vous propose de commencer cette première résolution. Donc séparons les termes pairs et termes impairs. Ensuite, ce qu'on peut faire pour essayer de voir plus clair, c'est d'exprimer la somme avec un compteur parce que c'est un peu embêtant de dire juste k pair, k impair parce on a du mal à calculer ça directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre sous la forme d'un compteur de k variant de 1 à partie entière de n sur 2. Et là, ce qui nous embête en fait quand on a réécrit le problème, c'est qu'on a une partie entière, et ça, on n'aime pas trop en mathématiques, et donc une moyen de s'en débarrasser, c'est justement distinguer le k pair, k impair, parce que en fait, la partie entière est là justement pour faire en sorte que ce qu'on a écrit soit valable pour tout n, et donc, pour s'en débarrasser, c'est une bonne idée, c'est de distinguer le k pair, k impair. Et donc, si n est pair, alors n sur 2, c'est un entier, et plus particulièrement n plus 1 sur 2, la partie entière de n plus 1 sur 2, ça va être n sur 2. Et donc en fait, on peut réécrire notre somme Sn en rassemblant tout dans la même somme, puisque la partie entière de n sur 2, la partie entière de n plus 1 sur 2, c'est la même chose. Et donc on exploite la linéarité de la somme, on développe, et on utilise le résultat sur la somme des cas. Et après simplification, on s'en sort. Et donc on obtient le résultat. Et après, on refait la même démarche avec le cas impair qui est un peu plus pénible, puisque n sur 2, c'est plus un entier, donc ça va être n-1 sur 2 l'entier précédent. Et donc, il va falloir couper la somme il va falloir rassembler les termes plus enlever le dernier terme de la somme de droite. Donc voilà, c'est un peu plus technique, mais globalement, c'est la même chose. Et on s'en sort, et finalement, si on recolle les morceaux, on trouve que Sn, c'est une certaine quantité si n est pair et une autre quantité si n est impair. Et donc finalement, on remarque bien, c'est bien moins 1 puissance n fois une certaine quantité. Et donc voilà, donc ça c'est la première résolution. Et pourquoi c'est pas celle que je préfère? Parce que, en fait, certes, on voulait essayer de se ramener à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire la somme des k carrés, en distinguant le k pair, k impair. Le problème, c'est que c'était un poil trop technique, et le problème, enfin, ça va, c'est pas hyper technique, mais ce que je veux dire, c'est que on s'est lancé dans des calculs sans vraiment voir le bout du tunnel, c'est-à-dire que c'était un peu désespéré comme façon de voir les choses, de dire k pair, k impair, juste pour enlever le moins 1 puissance k. Donc une autre façon d'aborder l'exercice, c'est d'introduire une certaine fonction qui est la somme de k égale 1 à n des x puissance k, et ensuite de jouer avec ses dérivés pour retomber sur la somme de base en évaluant cette fonction en moins 1, et ensuite de calculer d'une autre façon la dérivée pour retrouver une expression de notre fonction. Et donc cette deuxième méthode, je la préfère largement, puisque en fait,
là, on va directement là où on veut, ça veut dire qu'on n'est pas désespéré à séparer le cas pair qu'à impair. Donc en introduisant cette fonction, en notant qu'elle est dérivable bien sûr, puisque c'est polynomial, et donc après en évaluant en -1, et en faisant la différence, on trouve le même résultat qu'on avait trouvé avant. Et donc là on est content tout simplement, parce qu'on a le résultat. Et donc en fait, cette méthode elle est bien parce qu'on cherche directement le but, c'est-à-dire calculer la somme, mais le problème c'est que elle est un poil trop générale parce que si on remplace le -1 puissance k, parce que ici c'était -1, on a substitué x par -1, mais on aurait pu très bien faire en remplaçant x par 3 ou x par choucroute, ça aurait été exactement la même méthode. Donc ce qu'on peut lui reprocher à cette méthode, c'est qu'elle est un poil trop générale, et qu'en fait on a essayé un peu de tuer l'exercice avec comment dire, un fusil à pompe, alors que vraiment ça juste suffisait une arbalète. Là on l'a détruit l'exo. Et en fait ce qui est un peu pénible, c'est les calculs, parce que là je vous les ai simplifiés, mais c'est quand même un peu lourd, on peut très vite se planter, surtout en faisant la différence. Enfin, c'est assez calculatoire. Et donc certes, je préfère cette méthode à la première parce que on cherche directement la réponse. Mais le problème, c'est qu'elle est calculatoire parce qu'on fait un truc qui est trop général et qu'on particularise dans le cas x égale -1, ce qui n'est pas forcément optimal en termes de calcul. Ouais. Et donc la dernière résolution que je vous propose, c'est celle qui me semble la plus naturelle. Enfin, pas la plus naturelle, mais c'est ma résolution que je préfère, tout simplement. Parce que déjà, ce qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est ce qu'on peut faire, c'est calculer les premiers termes. Déjà, ça mange pas de temps. Et on remarque en fait que c'est alterné. Ça veut dire que le premier terme, il est négatif, le deuxième positif, le troisième négatif, le quatrième positif. Ça, c'est forcément dû au -1 puissance k. Et donc ça, c'est une première remarque, c'est que notre somme, elle est alternée avec un -1 puissance n. Et donc, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que la somme des k, la somme des k carrés, la somme des k cubes, et toutes ces sommes-là, en fait, si on remarque bien, c'est des polynômes en n. Et donc, une conjecture raisonnable qu'on peut se dire, c'est que notre somme Sn, c'est -1 puissance n fois un certain polynôme en n, dont on doit déterminer le degré. Et pour déterminer le degré, ce qu'on peut faire, c'est justement calculer les premiers termes, comme on a fait, et de se rendre compte que si on avait un coefficient x puissance 4, déjà au-dessus de x puissance 4, c'est mort, enfin, c'est beaucoup trop gros, mais même si on avait du x puissance 4, x puissance 3, si on remarque bien S5, ça fait -15, et si on calcule 5 à la puissance 3, ça fait 125. Et donc pour que le résultat soit -15, ça veut dire que le dénominateur devant le coefficient de x3, il est vraiment petit. Et donc ça nous invite très fortement à penser que Sn, c'est un polynôme en n de degré 2. Et une autre façon de voir les choses, mais ça que j'avais pas vu là, quand j'avais fait l'exercice, mais j'y ai pensé plus tard, c'est qu'en fait si on regarde Sn en valeur absolue, je parle bien de la valeur absolue de Sn et pas la somme des valeurs absolues, je parle de Sn en valeur absolue. En fait, on peut remarquer que c'est inférieur à n carré. Et donc, que si jamais c'est un polynôme en n, alors ce polynôme est forcément de degré inférieur ou égal à 2. Et parce que, en fait, si on passe à la limite, on aboutira à une absurdité, puisqu'on aura un polynôme de degré 3 inférieur à un polynôme de degré 2, sauf que ça, c'est faux en l'infini. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc notre conjecture, c'est que du coup, Sn, c'est -1 puissance n fois un certain polynôme qu'on doit expliciter. Mais pour ça, c'est très facile, puisque on n'a qu'à évaluer en des points particuliers, en 1, 2 ou 3, comme on a calculé les premiers termes. En fait, on aboutit à un système, et quand on le résout, on retrouve les coefficients, et si on recolle les morceaux, on trouve bien le même résultat qu'on a trouvé les deux premières fois. Donc là, on est content. Donc ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a cherché, on a provoqué le résultat. C'est-à-dire que, en fait, dans les deux premières méthodes que j'ai proposées, c'est-à-dire que dans la résolution qu'on a faite, en fait, on n'a pas cherché à répondre à la question, on a cherché à proposer une correction. Alors que là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a cherché à trouver la réponse, puis ensuite à répondre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est pour ça que je préfère cette méthode, parce que certes, elle demande une vérification, parce que c'est pas du tout évident que ça soit un polynôme en n, même si ça paraît assez naturel de le conjecturer. Et donc, ce qui est intéressant avec cette dernière méthode, c'est qu'on a trouvé le résultat beaucoup plus vite que les deux premières. Et en fait, la vérification, elle est immédiate. En fait, on peut le faire par récurrence. L'initialisation, elle est directe. Et l'hérédité, ça se fait en une ligne. Premier degré, bon, elle est un peu serrée la ligne, mais ça se fait en une ligne. Et donc, la morale, je dirais un peu de tout ça, c'est que les deux premières méthodes, en fait, on avait cherché à exposer une solution de l'exercice, vraiment à avoir une démarche pour trouver la réponse.
Mais en maths, c'est pas forcément le plus nécessaire. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'abord trouver la réponse, puis ensuite vouloir répondre. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et donc c'est pour ça que je préfère cette troisième méthode, parce que là, on a cherché à trouver la réponse. Donc peut-être que c'était pas forcément un polynôme en n et qu'on s'était trompé dans la conjecture, même si elle semble naturelle, parce qu'il va pas y avoir de l'exponentiel ou du log qui va pop, parce que le résultat à chaque fois est des entiers. Donc ça paraît assez naturel quand même que ça soit un polynôme en n. Et donc, en fait, on a cherché à trouver le résultat, puis ensuite à le démontrer, ce qui est une démarche complètement différente. Et en fait, je trouve qu'on n'appuie pas assez dessus en prépa. C'est que, en fait, le but, c'est pas forcément de répondre directement à la question, c'est d'abord de chercher la réponse, puis ensuite la démontrer. Alors, bien sûr, ça s'adapte pas à tous les exercices. Il y a des exercices où pour trouver la réponse, il faut faire la démarche. Mais dans une bonne partie des exercices, on peut juste chercher à trouver la réponse. Et puis une fois qu'on a la réponse, chercher à l'exposer, ce qui est radicalement différent. Parce que si dans un sujet de devoir surveiller ou quoi, on avait lu cet exo et qu'on avait fait les 2 premières méthodes, là on se serait exposé au risque de se faire punir par le correcteur parce qu'on a manqué des points de rigueur, par exemple. Ah, on a oublié de dire que la fonction elle est dérivable. Ah, on a divisé par 0 dans la somme géométrique. En fait, il y a plein de petits détails comme ça que dans les 2 premières méthodes, on s'expose, alors que dans les dernières méthodes, si on cherche au brouillon notre conjecture et qu'on l'expose, en fait, on peut rien nous reprocher lors de la rédaction puisque c'est juste une récurrence. Bon, bien sûr, faut pas se tromper dans les récurrences, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir la réponse puis ensuite de l'exposer plutôt que de chercher sur la copie la réponse, parce que non seulement ça peut être plus long de trouver la réponse si on n'est pas sûr de la trouver et on aura perdu beaucoup de temps, mais en plus on pourra se faire taper sur les doigts par le correcteur qui estimera qu'on a fait des fautes de rigueur à droite à gauche. Et donc grâce à la dernière méthode, on s'évite tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est de loin ma préférée. S'il y a une morale à retenir de cette vidéo, c'est chercher le résultat avant de chercher à répondre. Voilà, c'est la chose que je peux vous dire de cette vidéo. Voilà. Et après, j'ai réfléchi aussi s'il n'y a pas une autre méthode que ces 3 autres-là. J'ai pas trouvé. Il y en a une autre qui est un peu plus pénible, c'est en faisant 2 fois une transformation d'Abel. En fait, on s'en sort en diminuant le degré de k. C'est-à-dire que la grosse somme, ça va être sur le moins 1 puissance k. Et enfin, je sais pas si vous voyez la transformation d'Abel, mais du coup, on l'a fait 2 fois. Et en fait, on s'en sort, mais c'est très calculatoire et de toute façon, c'est même pas au programme la transformation d'Abel. Mais c'est une autre façon de faire l'exercice. Bon, là, c'est à nouveau prendre un bazooka pour détruire l'exo, mais c'est une autre bonne piste à avoir en réflexe. Si on sait pas quoi faire, quand on a un produit de suite dans une somme, transformation d'Abel, ça peut être un réflexe. Surtout que ça tombe assez souvent à l'écrit, même si c'est pas au programme. Parce que voilà, c'est un truc classique. C'est tombé notamment à Math A cette année. Et pour le hardy faible dans la réciproque de C0. Et c'est aussi tombé à Math C, il me semble, pour des intégrales, je sais plus trop, je sais plus si c'est l'inverse, en bref. Et donc oui, c'est un résultat à connaître, voilà. Et donc s'il y avait voilà une chose à retenir de cette vidéo, c'est chercher le résultat avant de chercher la réponse pour l'exposer. Voilà. Sur ce, moi, si jamais vous avez des remarques à propos de cet exercice, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est-à-dire, si vous avez une autre résolution ou autre, n'hésitez pas à m'en parler. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!